Salut une fois encore à toutes et à tous et bienvenue. Scotez-vous sur la chaîne pour plus d'informations. L'actualité du jour se prononce sur le décès de Yaovi Agboibo et fait renaître ses bienfaits dans le cœur des citoyens togolais. En effet, Maître Yaovi Agboibo, natif de Kouvé de la préfecture de Yoto, est né le 31 décembre 1943 et décédé à Paris le 20 mai 2020. Il est un avocat de profession et homme politique, puis a créé la Commission nationale des droits de l'homme dont il a été le premier dirigeant. Dans cette perspective, il est jugé bon dans la lutte pour la démocratie au Togo par les Allemands en 1993. Cela fait croire que Yaovi Agboibo est le père de la démocratie au Togo. C'est par là que les gens ont commencé par avoir une idée sur les droits de l'homme. Par ailleurs, Agboibo Yaovi a aussi écrit des œuvres dans la logique de la démocratie au Togo, dont l'une est intitulée, je cite, « Combat pour un Togo démocratique ». On n'est pas sans savoir que Yaovi Agboibo a beaucoup œuvré dans la création de l'université de Kara. Toutefois, c'était un homme bon qui était prêt et ouvert à tout le monde, car on peut dire qu'il est tout sans un homme mauvais. Seulement, son combat politique sert à ne pas aller dans un combat frontal parce qu'il a compris qu'avec la dictature, si on n'a pas des moyens plus élevés que ceux qui disposent de la dictature, il faut y aller avec l'intelligence et c'est comme ça qu'il a procédé. Yaovi Agboibo a tout ce qu'il faut pour décrocher l'alternance, mais c'est les opposants, les vendeurs d'illusions qui ont embourbé tout son combat. Il fait savoir dans un communiqué à la presse le 10 octobre 2019 où il donnait officiellement la position du CAR. Il disait que leur position rejoignait celle du PNP et qu'avec ce dernier, une collaboration serait envisageable. Bref, il n'a pas été aux élections précédentes, mais vu l'acharnement politique judiciaire que Fauna Singbe a orchestré contre Agbeyo Mekodjo, il a demandé dans un communiqué clair qu'on arrête ces troubles contre la dynamique Potro et contre la personne d'Agbeyo Mekodjo, qui est le véritable vainqueur des élections du 22 février 2020 dernier. Ceci démontre combien de fois il avait un bon cœur. Notons que Maître Agboibo Yaovi a beaucoup aidé et défendu plusieurs hommes politiques au Togo. Il a beaucoup aspiré à la démocratie et l'alternance politique sur la terre de nos aïeux. Que son âme repose en paix. Merci à toutes et à tous. Escortez-vous pour plus d'infos sur notre chaîne. Partagez au maximum notre...
Chiplatanya, Lega Ogamila, Mubarami Hazon, Kagaba Sanda Bariaba Sokoto. Rire, diro, abaurire, dire. Barire, abaurire, dire. Eulia di le Kuira, Eulia di le Yoto, Eulia di le Yovodi, Eulia di le Togo. Mabia Sabe, Ati Reseade, Eche Kunya Maugbaru, Edo Fafa Magaro Baragome, Yasasarepo, Kuyapo, Atia Obleke, Obleke Gomanolo, Noviola Lemi, Mina, Nemiapo, Fiji tutu la cho la lenwa cho ona reke mangalio ona baba mafana no bora no vio mando baba re atigama ye metre avia boibo maji untuma munu yo ola diama vaya ei neminya akpedalao mienya eje ba me shia mana to vifafa chogbe yi pa isere mavo magala bo ye tokpa pa isere mavo baba ma fana no vio ma do baba na biche baba ma fana no do baba zi. Oui, bonsoir chers compatriotes. Ce soir, je suis obligé de rendre hommage à un grand homme, un baobab de la politique togolaise, Maître Yaovi Madi Apollinaire Agboibo, qui n'est plus à présenter, mais que je tiens à présenter à ma façon. On peut tout lui reprocher, mais il a été un grand homme. Tout comme on peut tout reprocher à Yadema, il a été aussi un grand homme à sa façon. Maître Agboibo est un natif de Kouvé, dans le Yoto. Et il est né le 31 décembre 1943 et mort à Paris le 20 mai 2020. Et il est avocat de profession, bâtonnier et homme politique. Il a été le président fondateur de la Commission nationale des droits de l'homme, dont il a été le premier dirigeant. Et je vous dirai un peu plus tard comment est-ce qu'il a réussi à créer la CNDH et comment est-ce que cela a été un précurseur de la lutte pour la démocratie au Togo. À part ses fonctions, il a été fonctionnaire des Nations Unies de 1988 à 1989 et il a été membre du Conseil pontifical Justice et Paix de 1990 à 1995. Donc, il a été récompensé du célèbre prix allemand de German African Prize en 1993. C'est un prix spécial que les Allemands ont créé pour encourager la lutte pour les droits de l'homme en Afrique, la lutte pour la démocratie, la bonne gouvernance, le progrès économique et social. Et dans le paysage politique togolais, c'est lui que les Allemands ont jugé de choisir pour ce prix très précieux, que d'ailleurs aucun autre Togolais n'a eu jusqu'à ce jour. Donc je n'invente rien en disant que Maître Agboibo est le père de la lutte pour la démocratie togolaise. Ensuite, en 90, la lutte pour la démocratie est née. Mais il fallait demander comment ça a commencé. En 87 déjà, il avait convaincu Yadema de créer la Commission nationale des droits de l'homme. Et ce qu'il m'a dit, que quand il a annoncé, puisque Maître Agboibo était l'avocat personnel de Yadema et de sa famille,
et l'avocat de l'État togolais et de presque toutes les grandes institutions de la place. Voilà la source de sa richesse. Ce n'est pas quelqu'un qui a eu l'argent facile, il a bossé. Vu sa célébrité, mais les sociétés de la place, les banques d'État, même les institutions privées l'ont pris comme avocat. Et c'est là qu'il a battu sa fortune. Ce n'est pas comme d'autres politiciens aujourd'hui, on vous demande qu'est-ce qu'ils ont fait dans la vie. Vous trouvez qu'ils n'ont pas travaillé. Ou ils ont travaillé seulement 1 an, 2 ans. Et aujourd'hui, ils roulent sur des milliards. Maître Agbouibo s'est battu pour avoir son argent. Et quand il avait annoncé cela à Lomé 2, mais on a failli lui trancher la tête. Et Adema était là et regardait la réaction des barons du RPT uni qui s'agitaient. Comment est-ce qu'on peut, c'est de la folie de créer un tel truc pour qu'on les accable avec des rapports, etc. Non mais, il leur a dit de se calmer. Que le fait de ne pas avoir une commission des droits de l'homme fait du Togo un pays comme la Corée, où tout est occulté. Il faudrait quand même créer une institution qu'il va falloir aménager d'une telle sorte que ce ne soit pas un instrument aux mains du pouvoir, mais quand même que des critiques émanent là, à l'encontre du pouvoir, et que des rapports qui sortiraient de là, qui n'accableraient pas trop quand même le pouvoir, mais qui essaieront de se baser quand même sur la vérité, va aménager un peu le régime. Et quand Yadema a entendu ça, il a laissé tout le monde partir et il a appelé le mari de Madame Suzanne Aho. Il a appelé et lui a demandé son avis. Et le type a dit oui que Maître Agbouibo a raison. Voilà comment la Commission nationale des droits de l'homme est créée. Il a été le premier président et a montré comment diriger l'institution. C'est après lui que Maître Dovi Ahonko, si je ne me trompe pas, est passé. Donc, déjà avec ça, les gens ont commencé à avoir une idée sur les droits de l'homme. Et c'est sans oublier que Maître Agbouibo était en contact permanent avec le milieu estudiantin. Donc, tout ce qui est arrivé à 90, avec l'inculpation des étudiants, Logo de Souvi et puis Doglo Agbelingo, ce n'est pas sans rien. Il n'y a pas de fumée sans feu, dit-on. Cette fumée qui s'est dégagée le 5 octobre 90 est partie d'un travail de fond, en sourdine, que les politiques, parmi lesquels Maître Agbouibo, ont mené avec les étudiants. Donc, cette lutte a été canalisée par les leaders politiques qui a donné le soulèvement du 5 octobre 1990. Et tout ce qui est arrivé, ce n'est pas aujourd'hui que je vais vous le raconter. Mais ça a ouvert quand même un vent de contestation, un vent de dénonciation du régime tyrannique de Yadema. Et plus tard, inaugure la voie pour la lutte à la démocratie. Et la conférence souveraine de juillet à août 1991 a été le fruit des négociations où Maître Agbouibo était le meneur prépondérant. Et rappelons l'accord cadre de juin 1991 que lui, en tant que président du phare Fonds d'action pour le renouveau, c'est un groupement d'associations militants pour la démocratie et les droits de l'homme. Et c'est sous la coupole de Maître Agbouibo que le phare a obtenu une amnistie générale de tous les exilés politiques togolais, qui a permis à certains qui n'auraient jamais vu encore la terre de nos aïeux jusqu'à leur mort, de descendre
pour venir à cette conférence nationale insulter tout le monde, étaler leur diplôme parce que nous venons de l'Occident, on est mieux que vous, toi Gbagbo tu n'es rien. De ceux-là se trouve Monsieur Jécris Olympio et tous ceux-là que nous connaissons comme exilés qui sont rentrés et par la suite qui sont devenus l'épine dans la gorge des Togolais, qui nous empêche de manger l'aliment de la démocratie. Donc, Maître Gbagbo était vraiment incontournable dans la lutte pour la démocratie, dans l'obtention de la conférence nationale souveraine. Et ces suites, ce n'est pas ce que je vais dire ici. Donc, bref, il est incontournable dans notre lutte pour la démocratie. Ensuite, il a écrit certains livres. Par exemple, il y a 2 ouvrages ici qu'on a mentionnés. Vous pouvez même le retrouver sur, comment ça s'appelle, dans Google. Gbagbo est auteur d'un livre intitulé « Combat pour un Togo démocratique », paru aux éditions Karthala en 1999. Et en tant qu'avocat, et ce qui est logique, il est l'auteur d'une encyclopédie juridique pour l'Afrique, tome 9, nouvelles éditions africaines, depuis 1982. Il est titulaire d'un DEA en droit, bon, il est avocat, et puis il a une licence en lettres modernes. Vous voyez comment il parle bien, il parle bien, il n'y a rien à lui reprocher quand il parle. Donc voilà, une tête qui s'en va. Et comment est-ce que j'ai rencontré Maître Gbagbo? Je n'ai pas cherché à le rencontrer, c'est lui qui a cherché à me rencontrer. Pourquoi? Parce que il a vu les combats que je menais à l'université de Lomé. Il n'y avait qu'une seule université à l'époque. C'est d'ailleurs pour fragiliser le mouvement que je menais que en janvier 2004, il a été décidé de la création forcée de l'université de Kara, qui n'avait pas d'infrastructure. Ils ont réquisitionné l'école nationale d'instituteurs de Kara, ni de Kara, pour la transformer en université, ce qui n'est même pas adapté. Et on a trompé les étudiants que quand ils iront, ceux qui iront là-bas seront d'office boursiers. Ils auront de bonnes conditions d'études, mais les gens ont couru pour aller, mais une année après, ils sont redescendus à Lomé. Donc, c'est seulement ceux qui sont du Nord et qui n'ont pas de parents à Lomé ou qui n'ont pas les moyens de vivre à Lomé qui ont prisé l'université de Kara. Et ceux du Sud aussi qui ont appris que, bon, ils ont envoyé de bons enseignants à Kara. Voilà. Sinon, il y avait une seule université qui comptait autour de 42 000 étudiants à l'époque. Et quand Maître Gbagbo a vu comment j'ai soulevé cette communauté estudiantine, il avait vu une occasion de mener une lutte politique à partir des mouvements estudiantins. Et m'a fait aller à lui par le truchement des étudiants qui sont de son parti. De ceux-là, il y a Binafam Kohan, avec qui je ne me suis presque jamais entendu. Voilà, il aime trop les coups bas. S'il m'entend, je lui dis ça honnêtement. Je ne sais pas ce que je lui ai fait et il a toujours été dans les coups bas contre moi, mais grâce à lui et à d'autres, j'ai rencontré Maître Gbagbo. Et peut-être le fait que Maître Gbagbo m'a privilégié par rapport à eux a suscité une jalousie, je ne sais pas. Et Maître Gbagbo, j'ai vu que c'est un homme simple. Et on ne dirait pas que c'est la première fois que je le vois. Il m'a félicité, mais il m'a encouragé. Et vraiment, il m'a donné des conseils pour ne pas tomber dans la gueule du loup. Et vraiment, n'eût été ses conseils, ses mises en garde, mais je serais tué. Ou bien je serais tombé dans une sorte de piège qui m'aurait avalé une fois pour de bon. Qui m'aurait peut-être sali une fois pour de bon. Donc, c'est quelqu'un qui a été à nos côtés. Et il était arrivé un moment où chaque jour on se voyait. Chaque jour on se voyait. Et puis vous ne partez pas chez Maître Gbagbo sans qu'il ne vous donne
de l'argent pour le déplacement. Et je ne suis jamais allé chez lui, que ce soit la nuit ou dans la journée, que ce soit à son cabinet de feu au jardin, ou à sa maison à Kodovia Kope, ou bien chez sa seconde épouse à Kodesewa, la maman de Pamela. Voilà. Des gens l'attendent, une file, où on le sollicite, mettre ceci, mettre cela, j'ai besoin d'argent pour ceci, j'ai un problème concernant ce terrain. Et un homme débonnaire, il s'emploie toujours à aider les gens. Et je l'ai vu distribuer comme ça de l'argent aux gens. Des gens qui veulent ouvrir leur atelier, les gens qui sont malades, les gens qui ont tel. Mais Maître Agboibo était là pour les assister. Voilà. Et ce n'est que une minime partie des choses qu'il fait aux gens que moi j'ai vu ça. Vous voyez? Et je dirais que c'est un homme ouvert. C'est un homme honnête. Et il n'est pas avare, il est très généreux. Il est simple. Et je suis rentré dans son intimité familiale. Je connais sa principale épouse. Je connais même où elle vend au grand marché des sacs de riz et consorts. Je connais ses servantes. Je connais son escorte, Brice. Je le connais, Brice, c'est son confident. Je peux l'appeler son assistant providentiel comme Monsieur Marc Mondi l'est pour Monseigneur Podro. Donc, il ne me cachait pas même certaines discussions intimes. Hein? Parfois, je me vois obligé de quitter. Il me demande, tu vas où? Je dis non, je vous laisse. Il dit non, viens, viens. Il me présente aux gens et vraiment, c'est un homme de grande qualité. Il est honnête. Je lui ai remarqué seulement 2 défauts. Hein? C'est quelqu'un qui est fin calculateur, hein, politique. Et c'est normal, on peut dire. C'est normal. Il est très fin calculateur politique. Et il est très hésitant à décider. Bon, là, je ne l'accuse pas parce que je suis comme ça. Les gens qui ont bon cœur, ils sont là, ils ne décident pas. Hein? Tu peux marcher sur eux, ils te regardent, ils se taisent. Tu crois qu'ils sont bêtes. Hein? Tu peux les insulter, ils ne répondent pas. Mais le jour où ils vont prendre une décision, c'est irréversible. Un maître Agboibo est comme ça. Donc, ce défaut n'est rien d'autre qu'une qualité de plus. Hein? À part que c'est quelqu'un qui calcule beaucoup, et tous les politiciens le font, mais lui attribuer des idées mesquines et diaboliques sont vraiment une malhonnêteté, hein, de la part de ceux-là qui le qualifient de tous les noms d'oiseaux. Non, Maître Agboibo est tout sauf un homme mauvais. Seulement, son combat politique sert à ne pas aller dans un combat frontal. Parce qu'il a dit, il n'a pas les moyens d'une lutte frontale. Comme certains qui ont agité tous les arbres. Ils ont agité, ils ont remué tous les sols pour dire, nous gorogoro, mettons quoi, et ils nous ont jetés dans la gueule du loup. Figurez-vous, Maître Agboibo n'a jamais appelé les gens à sortir pour se faire tuer. Parce qu'il a compris que avec la dictature, si on n'a pas des moyens plus élevés que ceux dont dispose la dictature, il faut y aller avec l'intelligence. Et c'est comme ça qu'il a procédé. Et il est allé mollo mollo, la CNDH, ensuite l'amnistie pour les exilés politiques, la conférence nationale souveraine. Et la conférence, c'est son œuvre. Voilà, une de ses grandes œuvres. Et Adema n'en voulait pas. Mais il lui a dit, il a promis à Adema que ça va se bien passer et qu'ils vont juste relever les problèmes du pays, tirer des conclusions. Et tout comme ça s'est passé au Bénin. Et dans son bilan de la lutte du 8 juillet 2016, allez sur YouTube, vous allez voir, où il a dressé un bilan complet. C'est le seul leader qui a parlé, qui a fait un bilan et une autocritique en relevant ce qui est allé bien dans la lutte et ce qui n'est pas allé bien surtout. Là-bas,
il a encore répété ceci, qu'il m'a toujours dit, que après chaque débat à la conférence nationale, Eyadema l'appelle. Et quand il va à Lomé, il est dans tous ses états. Il lui demande, Agboibo, ce n'est pas ce que tu m'as promis. Il a dit, oui, maître, comment, mon général, il y a eu des débordements, mais je te promets que ça va se corriger. Voilà. Agboibo, il m'a dit, nous avons tout arraché à Eyadema. Tout. Même le pouvoir, on lui a tout arraché. Il ne reste qu'un fauteuil vide. Et il faut juste la ruse. Lui créer des conditions de retraite dorées. Lui garantir la sécurité à lui-même ainsi qu'à sa famille et à ses biens. Et Adema ne voulait que cela pour quitter. Mais les opposants qui se disent vrais, au rang desquels Léopold Ninevi, Jécris Olympio et sa horde de tonneaux vides qui font du bruit, hein, qui étaient à l'UFC à l'époque. Et Adema va payer pour ses crimes. Il ira à la haie. Il fera ceci. Vous n'avez mis les pieds sur rien. Vous menacez celui qui a les armes, l'économie, le pays entre ses mains. Il a tous les réseaux. Il a la diplomatie entre ses mains. Il a des relations internationales entre ses mains. Et le monde est serein n'attend que la position du peuple pour soutenir Eyadema ou bien le lâcher. Mais Agboibo a fait tout ce qu'il faut pour décrocher l'alternance. Mais c'est les opposants, des démagogues, des vendeurs d'illusions qui ont embourbé tout son combat. Une conférence nationale que le Bénin a si bien fait pour rassembler tous ses enfants, relever ce qui ne va pas au pays et retrouver ensemble une voie commune de réconciliation, de paix, d'amour, et de vivre ensemble et de développement, de démocratie, comme le Bénin. Aujourd'hui, ils sont libres. Les Togolais, ils sont allés pour insulter les gens. Ils sont allés pour montrer leur diplôme. Ils sont allés pour montrer que nous ne sommes jamais approchés d'Eyadema, nous sommes les saints. Et que vous qui avez travaillé avec lui, y compris Agboibo et Dim Kodjo et consorts, c'est eux les faux. Vous voyez? Mais aujourd'hui, ceux qui se sont montrés, qui se sont présumés être les clean, sont les plus sales que cochons dans la politique togolaise. Et je vous le dis parce que j'ai côtoyé tous les leaders politiques. Je les ai côtoyés. Bon, ceux qui sont en vue, professeur Aimé Gogué, maître Abitessa Eolu, et maître Agboibo, monsieur Jean-Pierre Fabre, monsieur Ninevi, et son secrétaire à l'époque qui était monsieur Adouayon, qui n'habitait pas loin de maître Agboibo et de Jean-Pierre Fabre. Et qu'est-ce qu'il y a dans le mouvement étudiantin? C'est là où j'ai vu qui est qui en politique togolaise. Monsieur Aimé Gogué avait dépensé assez d'argent pour nous soutenir. Hein? À l'époque où je vous parle, en 2003-2004, hein, il a déboursé pas moins de 200 000 francs. Vous voyez ce que ça représente à l'époque. Et maître Agboibo, lui, il a dépassé le million. Il flirte avec les 1,5 million. Ce qu'il a dépensé pour soutenir la cause estudiantine. Parce qu'à l'époque, il m'avait même payé le Nokia 3310, qui était très prisé à l'époque. Parce que le téléphone, le premier que j'avais utilisé, c'est Madame Brigitte Adjamabou, de la CDPA. Et avec, bon, sûrement certains du comité de CDPA qui me l'avaient offert. Et avec ma première puce, Togocel. Ensuite, avec un montant de 30 000 francs, la CDPA l'a fait. Il avait fait. Maître Abitessa et Prof. Olou ont soutenu les mouvements étudiantins. Ils nous ont soutenus à faire les tracts et consorts, à acheter les crédits de communication. Ils ont fait dans la mesure du possible. Et le plus généreux et débonnaire, c'est Maître Agboibo. Et les faux, c'est l'UFC à l'époque. Nous sommes partis chez M. Jean-Pierre Fabre à Côte-d'Ivoire Copé. Nous avons parlé, nous avons sollicité 50 000 francs
pour un mouvement. Il nous a envoyé chez un certain Kwevi au marché de Hanukopé. Bon, ce que je dis, il faut qu'il vienne dire que c'est faux. Hein. Il faut qu'il vienne, qu'il envoie encore ses chiens de garde sur la toile, m'insulter comme ils insultent Jacques, le Zemi Diamant. Vous voyez? Donc, c'est des choses que j'ai vécues, que je vous dis. Et nous sommes partis voir M. Kwevi. Et M. Kwevi nous dit de présenter un budget. Oh, oui, un budget détaillé. Bon, c'est quoi ça? Ok, nous sommes partis. Nous avons présenté un budget détaillé de 50 000 francs. Nous avons libellé les choses et les prix. On est venu là regarder et puis nous dit, bon, on n'a pas l'argent. Parce que notre siège du UFC du 3e arrondissement à Baie, qu'on a accumulé 3 mois de loyer et que patati patata, l'UFC ne peut pas vous donner les 50 000. Bon, nous avons fait la navette, Jean-Pierre Fabre, M. Kwevi. Nous sommes repartis. Ensuite, on a fait navette aller-retour, M. Kwevi. Les crédits de communication pour fixer les rendez-vous, les déplacements à Zemidian. Et nous avons dépensé entre 12 000 et 15 000. Et au finish, l'UFC nous dit, on n'a pas d'argent. Même pas 5 000 ou 10 000 pour soutenir des étudiants qui luttent pour que quelque chose change dans le pays. Bon, c'est depuis là que j'ai mis une croix sur l'UFC. Sans oublier mes aventures. Bon, des choses que j'ai vues en 2005 au siège de l'UFC. Bon, je ferme cette page-là. Et qui dit UFC dit ANC. Donc, ce n'est pas pour ça que je suis là. Mais c'est pour dire que parmi nos politiciens, j'ai su reconnaître quelqu'un qui a un bon cœur, qui a un grand cœur. Et beaucoup ne diront pas le contraire, ceux qui l'ont connu. Maître Agboibo, c'est un grand homme. Et je lui rends hommage aujourd'hui. Et sur son honnêteté, je vous renvoie à ses interviews. C'était précisément en septembre 2017, juste après le soulèvement du 19 août 2017. Il a fait une interview avec M. Ildefonse Akpaki. Ça se trouve toujours sur Facebook et sur YouTube, où il disait, il félicitait Tikwi, et c'est le seul leader politique qui a félicité ouvertement Tikwi, et de bon cœur. Vous voyez, Maître Agboibo disait en substance que eux, l'opposition parlementaire, leur agenda c'était d'entrer en négociation avec le gouvernement dès fin 2017, jusqu'en début 2018. Parce que le Parlement devait être renouvelé en juin 2018. Et que leur agenda, c'est d'entamer des négociations pour améliorer le cadre électoral. Donc pour eux, c'était de renouveler le Parlement, essayer d'avoir plus de députés et d'avancer. Bon, ce n'est pas si mauvais, mais ce n'est pas ça la priorité du peuple. Mais quand Tikpi est venu, Agboibo a eu l'honnêteté de dire qu'il les a vraiment surpris et que il ne s'y attendait pas. Et bravo. Ensuite, quand la C14 a éclaté, et le 10 octobre 2019, il tenait une conférence de presse où il donnait officiellement la position du cas. Il disait que quoi? Que leur position rejoignait celle du PNP. Et qu'avec le PNP, une collaboration était envisageable. Référez-vous à ces discours de Maître Agboibo sur YouTube. Vous voyez que c'est l'un des leaders où la position est claire. Il n'a pas été à ces élections. Mais, vu l'acharnement politico-judiciaire que Faure Gnassingbé a orchestré contre Agboibo, mais il a demandé dans un communiqué clair qu'on arrête ces acharnements politico-judiciaires contre la dynamique Kodjo et contre la personne de Dr Agboibo Kodjo, vainqueur des élections du 22 février 2020. Quand nous voyons qu'en 2001, une affaire judiciaire avait eu lieu entre Maître Agboibo et M. Agboibo Kodjo, ça, je ne peux pas rentrer dans ce dossier parce que nous savons
sous quel régime on était. Et ici, dans une affaire banale, et Adema voulait obtenir la tête de Agboibo, et l'a obtenu. Bon, ça c'est une affaire politique que chacun doit comprendre. Mais le geste de Agboibo, de réclamer qu'on arrête de s'acharner sur Agboyomi, montre à quelle enseigne l'homme a bon cœur. Ceux qui disent qu'il est rancunier se trompent, il n'est pas rancunier. Mais il y a une chose qui a marqué Agboibo, c'est que grâce à lui, il y a certains aussi, mais lui surtout, la lutte pour la démocratie est née. Grâce à lui, il y a eu amnistie de tous les exilés qui sont rentrés. De ceux-là, J-Christ Olympio. Mais notons que Agboibo est celui qui avait eu plus de voix aux élections de législatives de 94. Sur 81 députés, lui seul il avait 36. En sachant que c'est normalement 39 parce que Abadou est dans deux circonscriptions, moyen mono et Tom. Non, et la Vagno et Tom. Le EPT s'est livré à la magouille pour faire annuler 3 voix, 3 députés au cas, sinon le cas devait avoir 39. Bon, là ce n'est pas encore la majorité absolue, mais avec 36 députés contre 35 pour le EPT et 7 pour l'UTD de Edem Kodjo, Agboibo arrivé en tête. Donc c'est le seul opposant qui a gagné une élection dans l'histoire électorale du Togo et qui a eu ces résultats, vous voyez. Sauf que Edem Kodjo l'a trahi. Les gens disent qu'il ne l'a pas trahi, mais Edem Kodjo devait lui ajouter ces 7 voix pour qu'il fasse 43 députés. Et c'est fini, le EPT est cloué. C'était Agboibo qui devait être nommé Premier ministre. Mais c'est Edem Kodjo qui, avec ces 7 voix, se fait nommer Premier ministre dans une coalition avec le RPT. Ça, ce n'est pas une trahison. C'est bien une trahison. On peut citer le fait qu'en 1993, l'opposition démocratique avait pris comme candidat unique Edem Kodjo dans un conclave qu'ils ont organisé au Bénin. Et ensuite, J-Christ a déposé sa candidature qui a été rejetée. Agboibo s'est constitué comme avocat pour défendre J-Christ et ça avait créé un imbroglio qui avait poussé Edem Kodjo à retirer sa candidature. Bon, moi, je ne suis pas trop rentré dans ce dossier, mais je me demande, comment est-ce que vous êtes battu à avoir la Constitution de 92 qui prévoit 2 tours présidentiels et que maintenant vous dites que c'est candidature unique? Ça veut dire que vous-même, ce que vous avez voté dans la Constitution, vous le cassez avec votre candidature unique. C'est la même chose que j'ai relevé en 2020 pour dire, puisqu'il y a 2 tours, on ne peut pas parler de candidat unique. Prenons le candidat principal, unique mais principal, qui est Agboyomi, et un second qui est Joker, qui est Jean-Pierre Fabre. Si nous mobilisons et nous déployons dans tous les bureaux de vote, moi je parie que les 2 qualifiés pour le 2e tour seront Agboyomi et Jean-Pierre Fabre. Je l'ai dit, référez-vous à mes lives, je l'ai dit. Vous voyez donc, accuser Agboibo d'avoir défendu J-Christ, bon, ça je ne rentre pas tôt dans ce dossier. Mais sachons que il a beaucoup fait pour J-Christ Olympio. Il lui a permis de mettre pied au Togo. Il a défendu sa candidature en 93. En 98, ils sont partis en la dispersée, bien sûr. En 2005, et là je vais vous parler de 2005.